Bonjour tout le monde. Je vous accueille aujourd'hui pour le webinaire Les voies de l'insertion en Bretagne. On accueille plusieurs porteurs de projets pour découvrir les innovations sur le territoire. Je suis Marie-Claire May, chargée d'animation et d'accompagnement des professionnels au Greffe Bretagne. Je suis aussi l'animatrice des communautés La Place. Je vous en parlerai à la fin du webinaire. Les voies de l'insertion, c'est un nouveau cycle de webinaires qu'on a démarré en juin dernier et qui nous permettent d'aller à la rencontre des acteurs et des actrices qui sont lauréats des appels à projets du plan d'investissement dans les compétences. On vous invite donc à écouter, à échanger avec celles et ceux qui œuvrent pour l'insertion des jeunes et des publics éloignés de l'emploi. Aujourd'hui, on accueille Charlotte Gaillard, chargée de recrutement, emploi et entreprise à l'Institut Marie-Thérèse Solacroup. C'est à Dinard et c'est un véritable écrin de verdure qui accueille les jeunes, notamment ceux porteurs de handicap invisible, et qui les prépare vers la voie de l'apprentissage. On accueille également Chloé Brandonneur, qui est chargée d'innovation sociale, et Nicolas Mahé, qui est éducateur spécialisé. Ils travaillent tous les deux pour le projet à l'abordage, qui est du côté de Lorient et qui est dédié aux personnes vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce projet propose des approches plus individualisées, plus souples et une réflexion conjointe entre habitants, habitantes, les associations et les entreprises. Comme je disais, ces projets sont financés dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Et pour nous en parler, on accueille Najat Zouane et Géraldine Blanchet-Clisson qui travaillent à la DRET, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Elles font partie du service accès, retour à l'emploi et formation professionnelle. Et elles sont toutes les deux respectivement Géraldine Blanchet-Clisson, référente apprentissage et chargée de pilotage des parcours emploi compétences, et Najat Zouane, responsable de dispositifs d'accompagnement pour les publics en difficulté d'insertion, dont l'appel à projet 100% inclusion dont nous allons parler. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Thomas Robert qui est avec nous, c'est un de mes collègues et il animera le chat. Il a déjà commencé à parler avec vous. Donc on est ensemble pendant 1 heure pour en savoir plus sur ces projets d'insertion et les actions que vous menez. On va démarrer par Najat et Géraldine. Je vous propose de nous parler davantage du plan d'investissement dans les compétences et des appels à projets dont sont lauréats les personnes que nous accueillons aujourd'hui. Donc, Géraldine, peut-être pouvez-vous nous dire en quelques mots le plan de compétences, de quoi s'agit-il? Alors, c'est un plan national qui vise à accompagner 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi peu qualifiés. Et dans ce cadre, des expérimentations ont été lancées sur tout le territoire via des appels à projets. Très bien, merci. Et Najat, quels sont les objectifs de ces appels à projets? Oui, l'appel à projet, le plan d'investissement dans les compétences a prévu le lancement donc, de 4 appels à projets. 4 appels à projets avec des objectifs bien précis. Accompagner et sécuriser les parcours pour l'appel à projet insertion professionnelle des réfugiés qui a été présenté lors d'une précédent webinaire. Et puis, l'objectif de repérer ou mobiliser par l'expérimentation. C'était l'objet de l'appel à projet remobiliser et repérer les invisibles, mais aussi l'appel à projet 100% inclusion qui sera présenté par le projet Optimisme tout à l'heure. Et enfin, garantir un socle de compétences de base, c'est l'objectif de l'appel à projet prépa-apprentissage qui sera présenté par l'association Solacroup. Voilà. Et ce plan d'investissement dans les compétences est doté de 15 milliards d'euros au total, sachant qu'il finance aussi le pacte régional qui vise à augmenter l'offre de formation dans les régions. Et donc, en partenariat avec la région Bretagne, effectivement, il y a un pacte régional qui a été signé, qui s'appelle le pacte breton. Voilà.
Merci. Géraldine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de l'appel à projet prépa-apprentissage et notamment en quoi ça consiste, quels en sont les enjeux? Ça consiste à permettre à des jeunes insuffisamment préparés de réussir leur entrée en apprentissage euh, dans des secteurs avec des secteurs ou des métiers qui sont en besoin de recrutement, de contribuer à la réduction du taux de rupture des contrats d'apprentissage et aussi de sécuriser l'élaboration du projet du jeune pour mieux préparer son parcours et garantir la réussite du jeune. Très bien, merci. Et Najat, par rapport au projet, à l'appel à projet 100% inclusion, même question. Alors, oui, alors il est beaucoup plus large. Cet appel à projet répond à des objectifs beaucoup plus larges. L'enjeu, c'est surtout d'innover. Ce que je disais tout à l'heure, des méthodes d'apprentissage variées, en associant notamment les bénéficiaires dans la construction des parcours et en expérimentant toute forme de modalité, aussi bien dans le contenu que dans la méthodologie. Voilà. Et l'enjeu aussi, ce qui est important, ce sera pour les porteurs de projets, dont l'action Optimisme, d'en retirer des enseignements grâce à travers des évaluations qui sont proposées. Chaque porteur de projet, effectivement, est censé mettre en place au long de cette expérimentation une évaluation chemin faisant. Donc l'idée est de faire remonter les apprentissages et capitaliser, et puis par la suite, pourquoi pas, essaimer à différentes échelles les expérimentations qui ont lieu dans tel ou tel territoire. D'accord, mais Nicolas et Chloé, vous allez, je crois, nous en reparler tout à l'heure justement de cette démarche d'évaluation. Est-ce que pour nous donner un ordre d'idée, Géraldine et Najat, vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur ces appels à projets? Et d'ailleurs, on peut partager dans le chat un document qui récapitule pardon, les informations clés qu'on vient de dire. Alors, sur l'appel à projet 100% inclusion, la fabrique de la mobilisation, au niveau national, il y a eu plus de 75 projets déposés, 9 projets qui ont été déployés en Bretagne, dont 3 en cours de déploiement, puisque la plupart sont au niveau interrégional. Donc, voilà, ils peuvent avoir lieu, par exemple, en Île-de-France et bénéficier à certains publics bretons. Donc, c'est pour ça que le chiffrage est compliqué. En tout cas, il y a 9 implantés en Bretagne et 3 autres qui bénéficient aussi au public breton. En nombre d'entrées, nous sommes actuellement à presque 29 000 entrées au niveau national et 998 entrées en Bretagne. Voilà, je ne sais pas si tu souhaites que je qualifie les publics dès maintenant? On en reparlera peut-être plus tard. Par contre, on est d'accord que quand on dit entrée, c'est le nombre de personnes qui bénéficient du dispositif, c'est ça? Tout à fait. C'est le nombre de bénéficiaires entrés dans le dispositif. Très bien, merci. Et donc, pour la prépa apprentissage, donc il y a 132 au niveau national projets et 8 sur le territoire breton. Et en nombre de jeunes que ça représente au niveau national, c'est 49 700. Et au niveau breton, depuis la mise en place, les prépas apprentissages ont accueilli 2110 jeunes. Très bien, merci. Charlotte, Chloé, Nicolas nous expliqueront plus en détail tout à l'heure la typologie des publics à qui s'adresse leur dispositif. Et merci Najat et Géraldine. Je vous propose maintenant de donner la parole à Chloé et Nicolas. Je vous tutoie, je vous vois. Voilà, Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler du projet à l'abordage et notamment des différentes structures qui interviennent dans le projet, puisque vous travaillez l'un pour l'association Optimisme, si j'ai bien saisi, et l'autre pour la sauvegarde 56, c'est ça? Alors, c'est pas exactement ça. Moi, je suis chargée d'innovation sociale et je suis salariée d'Agora Service.
Et du coup, moi, je suis donc travailleur social, éducateur spécialisé de formation et je travaille pour la Sauvegarde 56. Oui, Ouais. d'accord. Mais Merci. en fait, notre projet est coporté par 8 structures du territoire, dont Optimisme également. Et on a dans notre équipe des salariés d'Optimisme. Très bien. Ben, je vous laisse justement nous présenter le projet en quelques... Eh ben, à l'abordage, c'est une expérimentation qui a commencé en octobre 2021 et qui se termine en octobre 2023. Ça regroupe du coup 8 structures du territoire qui comprend Agora Service, Optimisme, la Sauvegarde 56, EPI 56, Mission Locale, l'association Défi, Face Morbihan et l'AFPA. Donc, c'est des structures du travail social, de l'insertion. Avec Face Morbihan, c'est un club d'entreprise socialement engagé, de la formation, mais aussi défis comme sur la lutte contre l'exclusion du numérique, ou encore EPI 56 qui regroupe des structures SIAE. L'objectif du projet, du coup, c'est la mobilisation et l'inclusion professionnelle des habitants des quartiers politiques de la ville de Lorient, Lanester et Hennebont à partir de 16 ans et jusqu'à la retraite. Pour vous expliquer ce projet qui se découpe en 3 axes, je vais vous faire un petit partage d'écran. Donc, notre projet se décline en 3 axes. Le premier axe, l'axe mobilisation, qui consiste à aller vers le public. Donc, ça se constitue en binôme médiateur emploi et éducateur. Les médiateurs emploi étant portés par la mission locale et les éducateurs par la Sauvegarde 56. Ils vont à la rencontre des personnes directement sur les quartiers. Mon collègue Nicolas vous présentera ça un peu plus après. Ensuite, il y a l'axe de immersion qui est incarné par le café associatif L'Embarcadère qui fait chantier d'insertion avec un volume horaire progressif, c'est-à-dire que les personnes peuvent commencer avec 4, 6 heures et augmenter progressivement leur volume horaire. Donc, dans ce cadre-là, on a une encadrante technique qui est portée par Optimisme et une CRH qui est portée par Optimisme également. Ensuite, il y a un troisième axe au projet, l'axe capitalisation, qui est une recherche-action qui applique notamment les habitants, les entreprises, les professionnels dans la réflexion tout au long du projet et du coup qui est notamment porté par moi en tant que chargée d'innovation sociale et salariée d'Agora. Et ensuite, nous avons la coordinatrice du projet qui est salariée d'EPI 56. Donc, comme vous voyez, déjà dans le portage du projet, on est tous, on a tous des employeurs différents. Pour la suite, je vais laisser mon collègue Nicolas détailler un peu plus en quoi consiste l'axe mobilisation et immersion. Merci. Donc, merci Chloé. Du coup, donc moi j'interviens effectivement sur ce qu'on appelle l'équipe mobilisation. C'est-à-dire que, comme l'expliquait Chloé, on est 4 professionnels à être en charge de l'axe 1, donc l'axe mobilisation. Il y a 2 choses différentes dans cet axe-là. Il y a la partie d'aller à la rencontre des publics sur les territoires QPV, puisque c'est le public ciblé dans le cadre de l'appel à projet. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle de la présence sociale, c'est-à-dire qu'on va au contact des publics sur leur lieu d'habitation, sur leur lieu de vie, leur lieu de fréquentation. On se rend disponible soit par du travail de rue, ce qu'on appelle du travail de rue, c'est-à-dire sur les quartiers en direct. Ça peut être dans les structures de quartier, ça peut être dans des événements qui ont lieu sur les quartiers qui sont en lien avec les dynamiques d'emploi, mais pas que. Ça peut être aussi des fêtes de quartier, etc. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du public, parler du projet, recueillir des besoins, des demandes d'habitants QPV qui pourraient être intéressés pour se remobiliser sur une question de reprise d'emploi ou une formation. Et le deuxième point, c'est la partie accompagnement. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes elles souhaitent se mobiliser au travers du projet qu'on propose, il y a un gros travail d'accompagnement en fonction de chaque situation.
Et du coup, on travaille conjointement avec Alison Lefloic, qui est sur la partie chantier d'insertion, elle sur la partie plutôt professionnelle des situations des personnes qu'on accompagne, et nous, en tant que travailleurs sociaux, plutôt sur la levée des freins liés à la situation sociale. Donc, c'est très, très large, ça dépend de chaque situation, sachant qu'il y a une partie du public qu'on accompagne qui peut passer sur le chantier d'insertion parce qu'il y a un intérêt pour le support de la restauration, parce qu'il y a un besoin de passer par du travail progressif. Donc, il y a une partie du public qui va être accompagnée dans le cadre du chantier d'insertion propre à l'embarcadère, mais il y a une grosse majorité du public qu'on accompagne, qu'on va orienter vers les structures du territoire, qu'on va mettre en lien avec des assistantes sociales de secteur, avec la mission locale, avec les chantiers d'insertion qui ne sont pas en interne dans l'abordage, avec les centres de formation, etc. etc. Donc, c'est propre à chaque situation rencontrée. On est sur un accompagnement dit sur mesure. On essaye de prendre à chaque fois en considération la situation de la personne, la volonté de la personne, le projet qu'elle souhaite mettre en œuvre, et puis on avance comme ça progressivement. Très bien. Et j'imagine, d'après ce que vous dites, que voilà, donc avec cet accompagnement qui est vraiment personnalisé selon les besoins de chaque personne, vous avez aussi des liens assez importants avec tous les partenaires du territoire, du coup. C'est essentiel. C'est-à-dire que on, moi, ça fait longtemps que je travaille dans les quartiers. Avant d'être sur le projet à l'abordage, je travaillais à la prévention spécialisée, donc avec des jeunes, mais déjà sur les quartiers prioritaires. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que pour mobiliser, il faut avoir une connaissance des dynamiques à l'œuvre sur les quartiers, une connaissance et des appuis au sein du quartier par rapport à des habitants, des familles qu'on peut connaître, etc. Et une grosse connaissance des partenaires existants parce que c'est une démarche collective. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de venir faire une proposition qui viendrait s'ajouter à de l'existant et puis il y aurait un début, une fin, et puis voilà, l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur l'existant, de le faire évoluer, d'apporter notre pierre à l'édifice, et tout ça dans l'intérêt des personnes, puisqu'il y a des acteurs locaux qui sont déjà en place depuis longtemps et qui ont aussi pour mission d'accompagner les personnes qui ont des besoins et qui sont en proximité sur ces quartiers-là. Et c'est le but également derrière de ces appels à projets, finalement, de capitaliser sur les liens qui existent. Et d'ailleurs, on a plusieurs questions dans le chat, notamment une de Madame Lecourtois qui dit merci pour cette présentation très intéressante par sa dimension projet intégré et coopération de plusieurs structures. Est-ce que les collectivités et en particulier le département sont associés au financement du projet ? Alors, cette partie, j'avoue que je la gère moins, c'est plus ma collègue coordinatrice Cassie. Mais du coup, en termes de financement, c'est vrai qu'il y a une partie qui est financée par l'État et on doit trouver d'autres cofinancements ailleurs. Les contrats de chantier d'insertion, je pense que… Oui, le département, oui, bah oui, dans le cadre du chantier d'insertion. Mais je sais qu'on a l'UFSE aussi. Mais on est en attente de financement. Donc, évidemment, on travaille en collaboration avec eux, mais on est encore dans l'attente de pas mal de financement à ce jour. Et je ne D'accord. peux pas vous répondre beaucoup plus. Très bien, merci. Et justement, il y avait une autre question par rapport au financement européen. Donc, vous avez évoqué le FSE, Fonds social européen, si je ne me trompe pas sur l'acronyme. Et donc là, la personne demande s'il y a un lien avec le financement européen INCRIS. Alors, à ma connaissance, non. À ma connaissance, j'en ai pas entendu parler. Très bien. Bon, parfait. Eh bien, merci pour ces questions. Moi, j'en avais quelques-unes également. Est-ce que je peux juste développer sur la partie capitalisation que j'avais Eh bien, tout à fait. Du coup, puisque l'axe capitalisation a été un peu moins développé et c'est une partie centrale du projet, puisque du coup, moi, la particularité, c'est que c'est une évaluation intégrée et processuelle tout le long. Moi, je fais partie de l'équipe, donc c'est
un parti pris. Donc, on essaie de développer vraiment une co-recherche tout au long du projet qui implique du coup les premiers concernés, c'est-à-dire les habitants des quartiers, et aussi nos partenaires, les professionnels et les entreprises. Donc, pour ce faire, c'est en cours de construction, mais on va monter un groupe de suivi qui va suivre toute la démarche du projet en impliquant toutes ces parties prenantes avec l'idée de réfléchir collectivement à partir des besoins qui sont recueillis tout au long du projet. En plus, nous avons des ateliers thématiques où, entre professionnels, on réfléchit en fonction des problématiques repérées ou des pratiques professionnelles de terrain. Et donc, on développe ça tout le long du projet. La première année, on l'a fait surtout en interne à notre équipe. Et là, on l'a ouvert à d'autres professionnels extérieurs et partenaires du projet. Et par ailleurs, tout au long du projet, il y a plusieurs recueils de la parole qui sont organisés. Par exemple, toute personne qui passe en chantier d'insertion, elle va me rencontrer pour voir ses besoins, ses attentes, et à la fin aussi évaluer quel est le retour qu'elle fait du chantier, par exemple. On va avoir aussi des porteurs de parole. C'est une méthodologie pour aller recueillir la parole sur l'espace public, des entretiens semi-directifs. Donc, on essaie vraiment de recueillir tout ça tout au long du projet et de monter aussi des projets en fonction des besoins qui sont recueillis tout du long. Voilà. Merci. Il y a une question dans le chat, s'il existe un dispositif identique sur le 35. Alors, est-ce que justement les démarches d'évaluation, on parle aussi souvent d'essaimage, voilà, de pouvoir déployer les projets ailleurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez pour le futur? Alors, ça dépend des leçons parce que ça va faire tout juste un an là qu'on y est, même si c'est vrai qu'il reste un an. Ça va dépendre des résultats du coup de l'évaluation. Mais oui, il y a un objectif d'essaimage si ça réussit bien. Et peut-être en fonction des axes, à adapter en fonction des territoires. Mais oui, il y a une envie de pérennisation, voire essaimage aussi. Très bien, merci. Et d'ailleurs, pour répondre aussi à Madame Fontaine, et peut-être que Najat, tu pourrais également nous dire, il y a d'autres projets qui sont déployés dans le 35. Alors, évidemment, ils ont chacun leur particularité, mais en tout cas, il y a des projets partout sur le territoire. Juste pour préciser, peut-être, je ne l'ai pas fait. En tout cas, merci pour la présentation voilà, j'ai trouvé assez concise et effectivement qui décrit bien l'action. La particularité de ce projet, je ne l'ai pas précisé, il y a eu plusieurs vagues d'appels à projets sur l'appel à projet 100% inclusion. Et la particularité de ce projet, c'est qu'il a été retenu dans une vague qui était spécifique aux bénéficiaires des quartiers politiques de la ville. Donc, cette action est entièrement réservée et exclusivement réservé aux habitants des quartiers prioritaires. Désolée, j'avais oublié de le présenter pour introduire justement l'action. Et du coup, l'essaimage, alors cette action est spécifique à ce territoire-là et pour l'instant, il n'y a pas d'action comme celle-ci. Il y en a d'autres, mais pas celle-ci dans le 35. Voilà, effectivement, comme je vous le disais en préambule, ce qu'a très bien précisé Chloé, c'est qu'effectivement, l'idée pour nous, c'est, en tout cas au niveau national et régional, c'est les apprentissages qui seront réalisés, effectivement, là c'est trop court, à terme, de prendre soit une partie, soit le déploiement de l'action en tant que telle ailleurs, avec des financements, effectivement, soit effectivement que les porteurs de projets puissent échanger et capitaliser entre eux, mais aussi voir comment certaines actions, notamment, je trouve remarquable la qualité d'association des bénéficiaires et apprenante et l'analyse des pratiques que met en place le projet à l'abordage pourrait donner lieu à des échanges avec d'autres lauréats, et notamment à travers peut-être, Marie-Claire, les sessions lab que nous organisons. Voilà. Oui, j'en reparlerai à la fin aussi. Merci beaucoup. Et justement, Chloé et Nicolas, j'avais une question à vous poser. Justement, vous recueillez la parole des bénéficiaires et je trouve que ça, c'est un aspect vraiment très intéressant. Et justement, est-ce que vous pouvez nous partager des exemples de retours que vous avez eus ou des exemples de parcours? Sur la question des parcours, comme je disais tout à l'heure, c'est très divers en fonction de chaque situation. J'ai deux exemples un peu différents, c'est-à-dire que ça va d'une personne qui
qui vient d'obtenir, par exemple, des autorisations de travail en lien avec sa situation administrative, qui ne connaît pas du tout le réseau d'acteurs au niveau de l'accompagnement professionnel, au niveau des possibilités d'emploi et qui a un souci de mobilité. Nous, cette personne-là, on la rencontre, on évalue rapidement. Il n'y a pas tellement de besoin de passer par du travail progressif tel qu'on le propose ici. Donc, on travaille sur la question de faciliter la mobilité avec des partenaires qui font la location de vélos, etc. Et on met en lien avec le réseau d'acteurs de l'emploi qu'on connaît. Cette personne-là, très rapidement, elle va retourner vers l'emploi et elle va s'y inscrire durablement. Donc, ça va de situations comme ça où ça peut être très rapide et d'autres parcours où on est sur un accompagnement et des besoins qui sont beaucoup plus importants parce que des situations administratives qui sont dégradées et où il y a une remise à plat nécessaire à un moment, du lien à remettre en place avec une assistante sociale de secteur, avec un conseiller mission locale parce qu'il y a une rupture qui s'est faite à un moment. Et du coup, là, le travail, il va s'inscrire beaucoup plus dans la durée. Il peut y avoir un passage sur notre chantier à nous parce qu'il y a un besoin de reprise progressive d'activité du fait de la reprise du rythme de travail, le fait de reprendre confiance, de prendre plaisir dans l'exercice d'une activité professionnelle, le fait de travailler avec d'autres, faire partie d'une équipe. Et donc là, ça va mobiliser beaucoup plus d'accompagnement et beaucoup plus de temps. D'accord, bah merci beaucoup. Alors, au passage, vous avez répondu à une question qu'il y avait dans le chat, à savoir si vous travaillez avec les conseillers de mission locale, mais vous l'aviez déjà évoqué avant. Je vous remercie pour toutes ces précisions sur le projet. Thomas a mis vos coordonnées dans le chat, ainsi que le lien du site web. Et je crois qu'il y avait un article de Ouest France aussi. Donc, comme ça, si les personnes veulent aller un peu plus loin sur le projet, vous avez des ressources à disposition. Donc, je vous remercie pour votre intervention et je vais donner la parole à Charlotte Gaillard qui travaille pour l'Institut Marie-Thérèse Solacou. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc oui, donc Charlotte Gaillard, donc effectivement je travaille pour l'Institut Marie-Thérèse Solacou à Dinard en tant que chargée de recrutement et de relations d'entreprise sur la prépa apprentissage qui s'appelle En route vers l'apprentissage. Alors, l'Institut Solacou, on est un centre de formation professionnelle situé à Dinard et on travaille dans un lieu incroyable puisqu'on travaille dans un château qui se situe lui-même dans un parc de 4 hectares face à la mer. Et depuis 2019, nous proposons donc à l'IMTS des formations qualifiantes dans le domaine du numérique, mais également des dispositifs d'insertion socio-professionnelle, dont la prépa apprentissage. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, la prépa apprentissage, c'était la première promotion là tout récemment. Oui, exactement. On a commencé là la première promotion en septembre 2022. Et donc, cette prépa apprentissage, eh bien, elle consiste à accompagner des jeunes de 16 à 30 ans vers l'accès à un contrat d'apprentissage. Ces jeunes, ils sont ni en emploi, ni en formation et avec un diplôme inférieur ou égal au bac. Et la spécificité qu'on a sur cette prépa apprentissage, c'est qu'à l'IMTS, nous sommes adaptés à l'accompagnement des jeunes ayant un profil atypique. Et par atypique, nous entendons des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, donc on appelle TSA, des troubles de l'attention avec hyperactivité, des troubles 10 et notamment des hauts potentiels intellectuels. Pour nous accompagner, on a notamment 2 personnes dans l'équipe qui sont des médiatrices et référentes handicap qu'on définit un peu comme nos interprètes et qui facilitent le dialogue en fait avec nos stagiaires et qui accompagnent sur les difficultés rencontrées au quotidien par ces profils. C'est vrai que nous, à l'IMTS, on a à peu près 50% de nos publics qui a un trouble neurodéveloppemental, mais on n'a pas que ces profils, puisqu'en fait, on a aussi 50% de notre public qui n'a pas du tout de handicap. Et en fait, on prône vraiment la mixité des publics au
sein de notre institut parce que ça permet aussi une certaine cohésion et tolérance. Merci beaucoup. Et justement, par rapport à ces publics et les jeunes que vous accueillez, comment se déroule le recrutement? Alors, oui. Alors déjà, les jeunes sont recrutés sur vraiment toute la Bretagne. Alors, on en a aussi qui arrivent d'autres endroits que la Bretagne, mais on se concentre déjà sur la Bretagne, et c'est déjà pas mal. Et le recrutement se déroule en 2 étapes, puisque la première étape va être dédiée à la rencontre du jeune. Voilà, le jeune va prendre rendez-vous avec moi, peut-être avec sa famille également. Ils viennent me rencontrer à l'IMTS et puis on discute du projet, j'explique ce que c'est que la prépa apprentissage et puis on se rencontre une 2e fois pour être sûr voilà, que le jeune a bien compris ce que c'était que cet accompagnement et voir si effectivement ça convient. Mais c'est vrai que non, on travaille beaucoup avec des partenaires, mais pour 60% des jeunes qui entrent sur l'action, ils étaient inscrits et identifiés nulle part. On marche beaucoup encore au bouche à oreille, des jeunes qu'on recrute dans nos formations existantes, et puis grâce à notre présence sur le terrain aussi. Et certains jeunes sont chez eux sans aucune activité depuis parfois plus de 2 ans, voire même plus, et parallèlement des parents qui sont épuisés de ne pas trouver des dispositifs adaptés. Très bien, merci. C'est vrai que ça, on en avait parlé également, hein, que du coup, toute l'infrastructure et l'accompagnement que vous proposez, il permet quand même d'apporter des solutions, des pistes de solutions, en tout cas à ce type de problématique et de personnes qui vont pouvoir rejoindre la promotion. Et justement, je crois que les parcours moyens, c'est environ 4 mois. Comment est-ce que ça se décompose? Exactement. Donc en fait, les objectifs de la prépa, c'est de les accompagner pour s'insérer dans le monde professionnel, dans l'idéal par la voie de l'apprentissage, grâce à un accompagnement vraiment individualisé au maximum. Et pour ce faire, on rend le candidat vraiment acteur de son parcours de formation. Et le parcours moyen est d'environ 4 mois partagé entre le temps à l'institut et le temps en stage, le parcours étant adaptable selon le positionnement et le projet de chacun. Donc, si besoin, on met aussi en place des remises à niveau. On va travailler sur les compétences relationnelles aussi, qui sont indispensables pour une bonne intégration en entreprise. Et tout ça va nous permettre en fait, de sécuriser l'entrée en contrat d'apprentissage du jeune. Et ensuite, on s'engage à accompagner pendant 12 mois après la sortie de la prépa apprentissage sur un suivi autant en entreprise qu'en centre de formation. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils sont arrivés en entreprise, par exemple, eh bien, il est vite fait oublié des besoins spécifiques du jeune. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture dans le parcours, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement sur le long terme. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions dans le chat. Une par rapport aux 2 personnes dont tu parlais précédemment, les intervenantes. Alors, je crois que ce sont les médiatrices et référentes handicap, c'est ça? Tout à fait. Oui. Très bien. Alors, je ne sais pas si la personne voulait plus de précision que ça, mais donc, c'est des personnes qui sont là vraiment spécifiquement pour traiter de ces sujets-là. Exactement, oui. Pour les jeunes, elles sont vraiment consacrées aux jeunes qui ont un trouble neurodéveloppemental. En fait, c'est nos interprètes au quotidien. Voilà, elles sont là pour gérer les difficultés avec les jeunes qui en ont besoin. Ouais.
D'accord, bah merci. Alors, la personne précise qu'elle souhaitait les noms. Donc, je ne sais pas. Alors, la première, donc c'est Jeanne Rontière, et la seconde, eh bien, je vous avoue que je ne connais pas son nom. Elle s'appelle Marie, mais elle vient tout juste d'arriver à l'Institut aujourd'hui. Donc, je suis désolée, je n'ai pas son nom, mais c'est Marie. Marie et Jeanne, voilà. Très bien, bah merci. Et puis, donc, on nous demande des modalités d'accompagnement de. Alors, est-ce que les modalités sont aussi collectives à un moment du parcours? Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai qu'on travaille sur un parcours individualisé, mais quand ils sont à l'Institut, ils sont sur un parcours commun. La moitié de leur semaine va être... en fait, ils ont 3 formateurs. Une formatrice qui va travailler avec eux donc en groupe sur les savoir-être, sur les savoir-faire, sur comment se comporter en entreprise, refaire le CV, les techniques de recherche d'emploi, etc. Savoir se présenter. Et l'autre partie de la semaine où ils vont être vraiment sur de la découverte des métiers via des ateliers en biodiversité avec 2 de nos formateurs qui sont maraîchers et apiculteurs. Voilà. Donc, en fait, quand ils sont à l'Institut, ils sont en groupe, sur des petits groupes de 7 à 8 personnes. D'accord, bah merci. Et j'en profite pour rebondir sur une question également de Benjamin. Pour les jeunes résidant dans un autre département, est-ce qu'il y a le logement sur place? Oui, bien sûr. Ce qui est super, c'est que sur cette action, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'IMTS est dans un château et on a la grande chance d'avoir un internat dans ce château, ce qui fait qu'on a des chambres individuelles pour des jeunes qui ne sont pas de Dinard ou de Saint-Malo, enfin des environs, et ils ont la possibilité de loger gratuitement dans une chambre au château qui est équipée donc d'un lit, qui est meublée en fait, hein, avec un bureau, une armoire, et puis ils ont également leur propre salle d'eau et leur toilette. Et puis on a également un self où ils ont la possibilité d'être totalement autonomes puisqu'ils ont pour le soir en tout cas les frigos avec leur étagère à leur nom et ils viennent chercher leur repas en autonomie. Voilà. Et c'est intéressant voilà, aussi pour développer l'autonomie. Alors on les accompagne bien évidemment. On leur explique comment ça se déroule. Et puis c'est vrai que sur ce type de public, il faut parfois réexpliquer plusieurs fois et pendant longtemps. Mais le but, c'est aussi de les rendre autonomes et sur la prise de repas, sur leur vie au château et puis l'entretien de leur chambre aussi. D'accord, bah merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, notamment sur les 2 référentes. Est-ce que tu connais leur formation, leur expérience? Alors là, non, j'avoue que je ne connais pas forcément leur parcours et leur expérience. Je sais que Jeanne, par exemple, voilà, elle est depuis très longtemps dans ce milieu et qu'elle connaît très très bien le sujet, en tout cas des troubles du spectre de l'autisme. Très bien, bah merci. Et il y a d'autres questions. Donc, est-ce que la prépa concerne que le domaine du numérique? Et l'idée, c'est de les emmener en formation ou en emploi par la suite. Alors, la prépa, non, n'est pas du tout axée vers les métiers du numérique. C'est vraiment tout métier. Et c'est vrai que pour ça, on a des super outils. On a des plateaux techniques ici au sein de l'Institut qui sont vraiment très intéressants puisque on a donc effectivement on a le côté numérique avec nos formations numériques où on a un Fab Lab avec les imprimantes numériques, les imprimantes laser, etc. Les robots aussi pour que les jeunes découvrent les métiers du numérique. Mais on a aussi la possibilité de leur faire découvrir les métiers
beaucoup plus manuels et des métiers de la biodiversité, avec, ici au sein de l'IMTS, on a des ruches, on a la possibilité de faire de la menuiserie, du maraîchage, ils font aussi de la vannerie. Ils découvrent plein de métiers. On peut leur faire découvrir aussi les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, puisqu'on a nous-mêmes l'occasion de faire de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà, on fait vraiment découvrir toutes sortes de métiers. Et puis pour ceux qu'on ne peut pas faire découvrir au sein de l'IMTS, c'est bien, on se fait aider par des partenaires. Très bien, merci. Et j'avais noté aussi que vous aviez différents clubs avec Oui. des activités selon les appétences des personnes. C'est ça, exactement. Ça, c'est un peu la nouveauté qu'on a mise en place à cette rentrée, puisqu'on commence à avoir pas mal de jeunes, et notamment avec En route vers l'apprentissage, on a quand même beaucoup de jeunes qui sont internes. Donc, les cours, en fait, quand ils sont à l'institution, sont de 9h à 16h, parce que jusqu'à 17h, ça fait aussi un peu long d'être aux 35 heures, surtout pour ce type de public, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui sont en décrochage scolaire depuis longtemps. Et donc, à partir de 16h, on a mis en place des clubs vraiment divers et variés. On va avoir un club lecture philo, on a un club de sport, on a un club couture, on a un club audiovisuel, un club Fab Lab. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, quasiment tous les jeunes de l'Institut s'étaient inscrits à au moins un club. Et s'ils ont des idées de club aussi à proposer, eh bien, ils peuvent créer leur club et puis chacun s'inscrit au club qu'il souhaite. D'accord, merci. Et tu évoquais tout à l'heure le fait que les groupes étaient constitués de 7 à 8 personnes. Et depuis le début, combien avez-vous accompagné de personnes? Alors là, on a débuté en septembre, le 7 septembre, et en fait, on a une entrée chaque début de mois. Donc la prochaine sera le 7 novembre. Et donc là, nous sommes à 16 ou 17 jeunes accompagnés. Donc le premier groupe, là, est parti en stage. Et le second groupe a commencé son premier mois là, le 18 octobre. D'accord. Et sur un objectif total 80 jeunes jusque fin décembre 2023. D'accord. Eh bien, merci. On a évoqué les différents outils, activités qui étaient mis en place pour les bénéficiaires. Et quelque chose qu'on avait pu noter aussi, c'était le lien avec les entreprises et les partenaires. Et Bien sûr. notamment sur l'aspect sensibilisation aussi, mais tu avais peut-être des exemples d'action? Oui, alors un exemple en particulier, pas forcément, mais c'est vrai que chaque jeune est différent et il a besoin d'un accompagnement sur mesure. Et c'est encore plus vrai avec des profils atypiques. Et donc, auprès des entreprises, il y a un véritable travail d'adaptation et de prévention à faire. Ça peut être, par exemple, apporter des conseils sur l'accompagnement au quotidien, mais sur des choses qu'on ne penserait pas forcément nous. Ça peut être par exemple la lumière qui est trop violente, ça peut être expliquer pourquoi est-ce que le jeune va garder un casque anti-bruit sur les oreilles. Alors ça va pas du tout être par impolitesse, mais c'est parce que le bruit peut être difficile à supporter. Ça peut être pourquoi le jeune ne supporte pas de rester avec l'équipe au moment de la pause déjeuner. Pourquoi est-ce que le jeune n'est pas concentré aujourd'hui alors que d'habitude tout va bien, et en fait c'est peut-être juste parce que d'habitude vous avez des boucles d'oreilles et que là aujourd'hui vous en avez pas, et que là aujourd'hui il va être concentré que sur ça. Donc voilà, c'est aussi un travail de prévention en tout cas à faire auprès des entreprises et d'accompagnement vraiment sur du long terme, en tout cas, pour ne jamais qu'on oublie les difficultés que ces jeunes peuvent rencontrer. Et pour savoir aussi comment réagir, effectivement, voilà, s'il y a quelque chose de particulier, de pouvoir aider et non pas peut-être empirer.
Il y a une question dans le chat sur le financement de la prépa apprentissage. Donc, il y a une partie qui est financée par le plan d'investissement dans les compétences qu'on a évoqué plus tôt. Et... C'est entièrement financé par le plan d'investissement dans les compétences. Très bien. Voilà, parfois les choses les plus simples. Voilà, on l'avait. C'est très bien. Eh bien, il nous reste encore le temps pour une petite question que je voulais te poser. Donc, on a dit plusieurs fois que là, la promotion, la première, elle a démarré en septembre. On a parlé du type de personnes qui étaient accompagnées. Et c'était voilà, savoir quelles étaient, déjà s'il y avait une bonne ambiance dans ce groupe. Et puis, s'il y avait déjà voilà, des réussites ou des choses que vous avez pu remarquer qui vous confortent aussi dans ce projet. Oui, tout à fait. Alors, c'est marrant aussi de constater que en fonction des groupes d'entrée chaque mois, c'est pas forcément les mêmes profils, pas forcément les mêmes cohésions de groupe, voilà, des groupes totalement différents. Mais il y a déjà de belles réussites. On a des jeunes qui étaient déscolarisés depuis très longtemps, qui avaient un peu peur des autres, et finalement on se rend compte que notamment avec l'internat, ils ont réussi à créer des liens entre eux, qu'ils n'ont plus peur de venir parce qu'ils se sentent aussi écoutés, accompagnés. Ils peuvent parler facilement de leurs difficultés. On a des jeunes qui ont trouvé par eux-mêmes leur premier stage. Pour les premiers qui sont partis en stage, il y a des stages qui se déroulent très très bien. Alors on n'a pas une baguette magique non plus. C'est vrai que voilà, il y a des parcours qui sont plus difficiles. Mais jusqu'alors, en tout cas, ça se déroule plutôt bien. Et je pense par exemple à une jeune à qui on a dit qu'elle ferait de la cuisine. Voilà, elle était faite pour faire de la cuisine et qu'elle partirait en cuisine. Et puis finalement, elle s'était jamais autorisée à penser à autre chose qu'elle allait faire de la cuisine, alors qu'en fait, elle n'aime pas ça. Et aujourd'hui, grâce au club, grâce à ces journées en biodiversité, eh bien, elle se rend compte que la couture, ça lui plaît bien, et l'hôtellerie aussi, ça lui plaît bien. Alors là, on envisage, voilà, on a débuté les stages dans l'hôtellerie, le prochain, elle le fera en couture, et puis elle s'autorise petit à petit à peut-être envisager aussi ces métiers-là. Donc voilà, on n'a pas encore de sortie positive puisque c'est le début, mais en tout cas, il y a de belles promesses. Eh bien, parfait. Alors, il y a une dernière question dans le chat. Donc, comment fait Solacrou pour trouver un équilibre, car l'hébergement et la restauration sont gratuites? Alors, un équilibre, donc. Alors, je pense financier. Donc, on le disait plus tôt, la prépa d'apprentissage est 100% financée par le plan d'investissement dans les compétences. Donc, j'imagine que ça, c'est un élément de réponse déjà. Oui. Et puis, il y a le reste des activités de l'Institut, j'imagine. Oui, bien sûr. On a aussi d'autres formations et d'autres actions au sein de l'IMTS. On n'a pas que la prépa apprentissage, mais sinon, l'ensemble, en tout cas, est pris en charge. Très bien, merci beaucoup. Je remercie tout le monde pour toutes ces questions très intéressantes. Eh bien, c'est le moment de conclure ce webinaire. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre intervention. Moi, je voulais revenir sur quelques informations complémentaires. Donc, pour en savoir plus sur tous vos projets, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent se connecter sur notre communauté, la Place Bretagne. C'est une plateforme qui a été mise en place par le ministère du Travail et la DGEFP, plus particulièrement le Haut Commissariat aux compétences, pour rassembler tous les acteurs qui interviennent dans les domaines de l'emploi, formation, insertion et plus particulièrement sur le plan d'investissement dans les compétences. Donc, c'est comme un site internet. C'est à la croisée du site internet et du réseau social. Donc, vous pouvez créer un compte, vous connecter. Thomas a mis le lien dans le chat. Merci beaucoup. Et vous pouvez découvrir toutes les fiches projets des porteurs de projets,
que nous venons d'accueillir, mais aussi des autres projets qui font partie de ces appels à projets. Najat l'évoquait plus tôt, on met en place un certain nombre d'actions à la fois pour se faire rencontrer les acteurs, pour partager les expériences, pour témoigner. Donc, comme le webinaire aujourd'hui et le cycle Les voies de l'insertion en Bretagne, on en avait déjà fait un en juin. Il y a le replay sur le site du Greffe Bretagne et sur la place, donc vous pourrez aller les consulter. On prévoit d'en faire d'autres et on organise aussi des sessions lab, donc c'est des rencontres entre les acteurs bretons. Donc d'une part les lauréats et d'autre part ça peut être les acteurs du service public de l'emploi, l'association régionale des missions locales, les collectivités, voilà tout un ensemble d'acteurs, les institutionnels, etc. Et le matin c'est un temps de découverte des projets. Donc, notamment, Chloé et Charlotte ont déjà pu participer à ces journées-là. Et l'après-midi, on organise des ateliers, alors des temps d'intelligence collective, où on se base sur le modèle d'activités telles que le co-développement. Donc, ensemble, on va réfléchir à des problématiques et voilà, essayer de tirer les ficelles pour trouver des pistes de solutions, des réflexions et puis dans l'idéal, des plans d'action pour lever des freins. Donc, tous les lauréats de ces appels à projets peuvent se retrouver sur une communauté dédiée sur la place. Donc, voilà pour ces informations que je voulais partager avec vous. Et on vous donne rendez-vous le 15 novembre à la même heure, donc de 11h à midi, pour un nouveau rendez-vous du Greffe Bretagne. Alors, cette fois-ci, sur l'agroalimentaire, comment valoriser le secteur et former de nouveaux salariés. On a voilà, tout un ensemble d'événements et de rendez-vous qu'on propose sur des thématiques très variées. Donc, je remercie tout le monde pour votre présence. Encore une fois, les intervenantes et les intervenants, merci beaucoup. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci aux intervenantes et aux intervenants. Bonne fin de journée à tout le monde et aux participants. Au revoir, merci. Au revoir, merci tout le monde.